Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. 45 minutes en tête-à-tête chaque semaine avec des élus du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Laval. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le QG. Vous êtes le maire de Saint-Martin-le-Vinoux, vice-président de la métropole en charge des déplacements et puis président du SMAG, le syndicat qui gère les mobilités sur l'agglomération grenobloise, même sur l'aire grenobloise, puisqu'on va au-delà de nos frontières métropolitaines. Vous avez 37 ans, Sylvain. Vous faites partie de la majorité de gauche dirigée par Christophe Ferrari à la métropole, une majorité plurielle. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique ? Non, je ne suis pas membre d'un parti politique. Bon, vous inscrivez quand même dans cette mouvance de gauche qui dirige l'agglomération ? Oui, je me considère comme divers gauche, mais je ne suis pas adhérent de parti politique. Vous présidez le SMAG donc, depuis 2 ans. C'est une structure qui regroupe plusieurs collectivités dont la mission est de développer l'offre de transport sur l'aire grenobloise. C'est bien résumé ? Absolument, oui. De gérer l'ensemble des services et donc l'offre également. Oui. Parmi les autres collectivités, au-delà de la métropole, il y a le Voironnais, le Grésivaudan. Et le département de l'Isère. 4 collectivités qui essayent de s'entendre sur un quotidien, puisque les déplacements, ça concerne beaucoup de monde. Quel est le lien d'ailleurs avec MTAG, qui est peut-être la structure la plus connue du grand public, puisque c'est eux avec lesquels les utilisateurs sont en lien direct ? Oui, tout à fait. Donc la société MTAG, c'est la société de transport public de la métropole de Grenoble. Et le SMAG est actionnaire majoritaire à 66%, le deuxième actionnaire étant la métropole de Grenoble. C'est une structure 100% publique. Donc c'est un opérateur de transport public. Alors vous gérez notamment le développement des infrastructures. C'est un gros budget chaque année, le SMAG. Ah oui, c'est un très gros budget. On gère des centaines de millions d'euros, évidemment. Le syndicat a rencontré quelques difficultés financières au moment de la crise Covid. Elle en est où la situation aujourd'hui ? La situation, elle est tendue, elle est sérieuse parce qu'effectivement, nous continuons à rencontrer des difficultés. Nous voyons bien que les habitudes de mobilité ont changé. La fréquentation des transports en commun n'est plus la même que ce que nous avons connu avant la période du Covid. Donc ça nous impacte puisqu'il y a moins de recettes commerciales. Et puis, nous avons aussi une actualité avec des hausses de coûts de l'énergie qui sont très importants. La société MTAG, elle va être très impactée par cela. On nous parle de plusieurs millions d'euros de surcoûts sur les factures énergétiques. Et nous avons aussi un contexte mondial sur le plan financier qui n'est pas très favorable puisque les taux d'intérêt remontent et donc les taux de remboursement des emprunts aussi augmentent. Donc le coût de la dette augmente également. Donc le cumul de toutes ces difficultés fait que pour l'ensemble des collectivités et donc pour le SMAG en particulier, la situation est complexe. Alors on va parler de plusieurs dossiers en cours actuellement sur l'agglomération grenobloise, des dossiers qui font débat. C'est le cas par exemple du câble qui est projeté entre votre commune, Saint-Martin-le-Vinoux, et Fontaine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de ce dossier ? Absolument, donc c'est un projet de transport en commun structurant de type tramway, sauf qu'on passe par les airs pour relier effectivement Fontaine-la-Poya à Saint-Martin-le-Vinoux, mais surtout en desservant la presqu'île scientifique qui est un pôle d'activité, d'emploi et aussi d'habitation très important du territoire pour connecter les 3 lignes de tram A, B et E et puis bien sûr desservir cette partie du territoire qui a un besoin de mobilité. Donc c'est un projet nouveau, complémentaire en matière de transport en commun et nous avons choisi le mode de transport par câble parce que cela nous permet de franchir des obstacles naturels qui ne seraient pas franchissables d'une autre manière. Il faut passer au-dessus de rivières, au-dessus d'autoroutes, de voies ferrées, de voies rapides. On voit quelques images. Pour l'instant, ce ne sont que des simulations de ce que pourra donner cette ligne. Vous avez déjà évalué la fréquentation à terme de ce type de déplacement ? Bien sûr, quand on travaille sur ce type de projet, on ne les sort pas comme ça par hasard. Il y a des études très sérieuses qui sont faites, des études de fréquentation, des études d'insertion, des études de desserte, des études financières, etc. Et c'est un projet qui est évolutif puisqu'il s'adapte aux évolutions des secteurs en termes d'habitation, en termes d'emploi, puisque ce sont des zones qui sont très dynamiques et qui sont en plein développement. Donc effectivement, vous avez des évaluations qui sont faites à date d'ouverture, à projection 5 ans après, 10 ans après, et qui permettent évidemment de desservir des milliers de personnes. Il en est où ce projet ? Il a été lancé en 2015, donc ça fait très longtemps, j'ai envie de dire, qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on peut annoncer là, dans les semaines ou dans les mois qui viennent ? Déjà, ça démontre que les projets de transport collectif, les infrastructures, c'est dans notre pays du temps long. Parce qu'il y a des étapes et des procédures à respecter. Que ce soit un transport par câble, une ligne de tramway, une ligne de chemin de fer, ce sont des années et des années pour arriver. Et donc, c'est la difficulté que nous avons. Les besoins de mobilité, ils sont immédiats. Et les aménagements, eux, ils prennent un certain nombre de temps. Et peut-être qu'on a d'ailleurs des procédures un peu trop longues dans notre pays, mais c'est ainsi, évidemment, nous les respectons. Donc, effectivement,
le travail a été lancé depuis longtemps. Il y a d'abord eu des débats et ensuite il y a eu des études. La décision, elle a été prise il y a maintenant quelques années et là, nous arrivons sur une dernière phase de ce projet. Juste avant de lancer le chantier, nous sommes dans la dernière ligne droite puisque nous devons encore conduire ce qu'on appelle une enquête publique qui aura lieu au cours du printemps 2023. Il y aura 1 mois et demi d'enquête qui permettra à chacun de s'exprimer, d'évaluer l'ensemble des paramètres qui seront présentés dans le dossier de concertation sur tous les aspects que ce projet va comporter. Et à l'issue de cette enquête, il y aura bien sûr un rapport qui permettra d'en tirer une conclusion et qui, nous l'espérons, sera positive et qui permettra ensuite d'envisager un lancement de chantier entre la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024. L'enquête publique a été décalée l'an dernier sur ce plateau. À l'époque, elle a été décalée. C'est que là, encore une fois, on est confronté à la longueur, à la lourdeur des procédures que nous ne maîtrisons pas puisque c'est entre les mains des services de l'État qui doivent constituer un dossier. Et donc, il y a un certain nombre de délais qui sont incompressibles et que nous ne maîtrisons pas. Donc, les éléments dont nous disposons aujourd'hui nous permettent de dire qu'elle devrait avoir lieu au printemps prochain. Alors avant cette enquête publique, il y a déjà collectivités qui se sont prononcées. Le département a annoncé qu'il ne financerait pas le projet. Sassenage y est clairement opposé. Saint-Égrève est réservé. Quant à Grenoble, on a posé la question au maire de Grenoble, Éric Piolle, qui était à votre place il y a quelques semaines sur ce plateau. On écoute sa réponse. Ce projet de câble, il avait du sens dans un PDU, le PDU 2030, un plan de déplacement urbain 2030, qui était notre cap très fort, hein, avec 1 milliard d'euros d'investissement, et qui était intégré donc, dans un schéma global des mobilités. C'est vous, les écologistes, qui avez lancé ce projet. Tout à fait. Et là, pouf, les autres morceaux du puzzle sont tombés. Donc la question, c'est le projet qui soit utile pour la presqu'île, on n'en doute pas. Mais est-ce que c'est le truc prioritaire quand tous les autres bouts du puzzle y sont tombés? Le bus à haut niveau de service qui était censé d'aller justement de la presqu'île à la gare au Grésivaudan, la partie presqu'île disparue. On était censé passer de 5 à 8 lignes de tramway sur les mêmes rails, hein, donc pour éviter le cœur grenoblois, l'étoile du centre-ville qui est tout embouteillé de tramway. Donc on devait passer de 5 à 8. On n'entend plus parler. Le prolongement du tram E vers les Diguères et les travaux sur les réflexions sur la desserte du Grand Sud et vers Visil, on n'en entend plus parler. Les aménagements vélos, on voit bien que ça part de partout en France et que nous, on se dit c'est quoi nos prochains gros aménagements. On est en train de mettre en œuvre ce qu'on avait voté dans le mandat précédent, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, tout ça, on se dit si tous les morceaux du puzzle, on les voit plus, est-ce que c'est le truc prioritaire du plan de déplacement urbain ? Ouais, je précise, même si ça ne saute pas aux yeux sur cet extrait, que vous faites partie de la même majorité à la métropole, vous et Éric Piolle, même si vous n'êtes pas dans les mêmes groupes. Il est sévère quand même sur le bilan qu'il vous adresse. C'est surtout inexact. Et je sais bien qu'Éric Piolle ne siège pas au SMAG et ne suit pas nos dossiers, mais je n'aime pas la contre-information vis-à-vis des habitants qui nous écoutent et des usagers que nous devons informer. Moi, je suis surpris d'entendre le maire de Grenoble nous expliquer que nous ne ferions rien sur le vélo quand on dépense près de 30 millions d'euros dans cette mandature, ce qui est plus que la mandature précédente et celle sur laquelle ses amis étaient en responsabilité. Nous avons aujourd'hui 3 projets de chrono-vélo en cours sur le territoire. Ils concernent la commune de Grenoble. Donc, sauf à annoncer que la commune de Grenoble ne souhaite plus que nous réalisions ces projets, je suis un peu surpris de ces éléments-là. Pour en revenir au câble, parce que c'est bien là le sujet, je crois que lorsque on dirige la ville-centre, qui est une force d'attractivité formidable dans ce territoire, qui a un pôle d'innovation technologique et de recherche majeur, qui est à la pointe au niveau européen dans le secteur des micro-nanotechnologies, des biotechnologies, avoir un discours qui nous dit que le câble est un truc quand on parle d'un projet structurant en matière de transport en commun qui va desservir cette zone d'emploi qui nous est enviée dans la France entière et dans une partie de l'Europe, je trouve que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu et ce n'est encore une fois pas exact. Quand on nous explique que nous prétendrions renoncer à tous les autres projets de mobilité, là encore, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé inventer cela. Quand nous sommes en train de travailler à la restructuration du réseau de transport en commun, à des nouvelles tarifications qui nous permettront demain de passer du Grésivaudan à la métropole sans avoir une frontière administrative, lorsque nous travaillons sur les projets de nouvelles lignes de bus, de restructuration de notre réseau tram, bien entendu, nous allons travailler sur les extensions
l'extension de tram, et je n'ai pas entendu la ville de Grenoble se prononcer sur l'extension du tram E en direction du sud, justement, le long du cours de la Libération, alors que les communes d'Échirolles et de Pont-de-Claix se sont d'ores et déjà positionnées sur cette question-là. Donc je crois qu'il ne faut pas raconter des choses qui sont fausses, il ne faut pas réécrire l'histoire. Nous travaillons sur l'ensemble des projets. Il n'y a pas un projet qui va se substituer à l'autre. Tout va être construit dans le temps, progressivement, sans raconter d'histoire, sans faire de la communication, en lançant des chiffres, en annonçant des projets sans savoir la capacité à les financer, la durée réelle pour les réaliser. Nous avons choisi de faire les choses sérieusement, progressivement, sans raconter d'histoire, mais tout en gardant le cap et l'horizon. Et je crois que c'est cela que nos habitants attendent aujourd'hui, la vérité, avec en même temps de l'ambition. Donc moi, je ne serai pas dans les stratégies de communication en disant qu'on va faire ceci, cela en 2 minutes et que tout va être réglé, que c'était mieux avant, que c'est mauvais aujourd'hui. Nous avons aussi une période qui change, les habitudes de mobilité changent, les contraintes sont plus importantes et j'appelle tout le monde à être à la hauteur de la responsabilité collective, bien au-delà des sensibilités politiques. Est-ce que ce projet de câble n'est pas devenu un petit peu l'otage de la guerre que se livrent depuis 2 ans au sein de la majorité métropolitaine les deux tendances principales, d'un côté les écologistes et puis de l'autre côté le reste des forces de gauche? Si certains le souhaitent, en tout cas, ce n'est pas mon cas. On a l'impression, en tout cas, que c'est devenu... devenu... Peut-être que certains ont fait ce choix-là. Je considère que c'est regrettable. Encore une fois, nous sommes là pour être au service du territoire. Est-ce que c'est un bon projet pour le territoire ou pas? La réponse est oui. Pour ce secteur-là, il y a un besoin. Ça répond à des choses. Après, il y a évidemment d'autres projets à mener ailleurs sur le territoire. J'observe aussi que ceux qui commentent le plus ce projet sont ceux qui n'en sont pas directement concernés ou qui ne le portent pas. Quand je vois que certaines communes se permettent de porter des avis alors qu'elles ne sont pas concernées par le tracé, c'est un peu surprenant. Quant à la position du département avec qui nous travaillons très bien au niveau du SMAG, elle est logique. Le département n'est pas adhérent du SMAG sur la compétence des mobilités urbaines. Donc ce n'est pas un projet sur lequel il a à se prononcer et sur lequel il aurait à financer. Donc moi je comprends parfaitement sa position. Chacun a ses compétences. Je rappelle ici que c'est un projet qui est coporté avec la métropole, qui est à l'initiative de ce dossier et qui le soutient, et que la majorité des communes qui sont concernées par ce tracé, hormis la commune de Sassenage, le soutiennent. Quant à la position de la ville de Grenoble, j'en prends bonne note. Je n'ai pas entendu non plus que la commune était contre. J'y vois là aujourd'hui un sujet de polémique pour disserter et essayer de détourner le sujet. La vraie question, c'est est-ce que le câble il est utile? Est-ce qu'il répond à un besoin en matière de mobilité sur ce secteur-là? La réponse est oui. Pour le reste, chacun est libre de ses propos. Pour vous, aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles à ce que le projet se réalise. L'an dernier, vous m'aviez annoncé les travaux pour fin 2022. Bon, effectivement, l'enquête publique a été décalée. Une fois que cette enquête publique aura eu lieu, vous irez jusqu'au bout du projet de câble? Oui, bien sûr. C'est l'objectif. C'est que c'est vraiment la dernière étape administrative avant de pouvoir passer sur un chantier opérationnel. Vous êtes certain que ça ira au bout? Je suis certain. Moi, je respecte les temps des procédures. Il faut que l'enquête publique ait lieu et qu'elle se prononce. La réponse définitive, nous l'aurons à l'issue de l'enquête publique. Je ne peux pas présager quelle va être la réponse de l'enquête publique. Ce n'est pas moi qui la conduis. Elle sera faite de manière indépendante, comme le prévoit la réglementation. Nous, notre travail est de démontrer évidemment l'intérêt du projet et de répondre aux questions qui vont nous être nécessairement posées pendant cette enquête. Nous en avons d'ores et déjà qui sont posées par les uns et par les autres. Nous apporterons tous les éléments de réponse. Vous pensez que ça peut encore capoter ce projet ou revenir en arrière aujourd'hui? En tout cas, pas de notre fait et pas de notre part. Le SMAG est déterminé à mener ce projet à bien, à le réaliser. Maintenant, encore une fois, nous devons attendre le résultat de l'enquête publique. Alors, une autre structure qui n'est pas très favorable à ce projet, c'est la DTC, une association qui milite pour le développement des transports en commun. Eux, ils pointent notamment le budget en estimant que cet argent pourrait être développé, redistribué ailleurs pour le développement des transports en commun. Le budget, je crois qu'il est de 65 millions d'euros. J'ai envie de dire que ça, c'était avant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez réévalué avec notamment les paramètres qu'on connaît au niveau de la crise et de l'inflation? Pas encore, mais il le sera. C'est évidemment une estimation qui a été faite au moment où des études ont été conduites, donc il y a plusieurs années maintenant. Il est évident qu'avant de lancer le chantier, l'actualisation sera faite et que le coût sera légèrement supérieur. Comme pour tout projet, il y a des évaluations préalables et puis il y a des estimations au moment de lancer le chantier. Donc ce moment arrivera. Légèrement ou beaucoup? Je prends l'exemple du Stade des Alpes. Alors, vous n'étiez pas en responsabilité à cette époque, mais le budget était passé du simple au double, voire même pratiquement le triple en quelques années pour finir autour de 80 millions d'euros. J'espère qu'on ne va pas doubler le projet. En tout cas, ce n'est pas l'objectif sur le plan financier. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel sera le montant de l'actualisation. Le projet, d'abord, il a été affiné, également à la demande des communes. D'ailleurs, je rappelle que la ville de Grenoble fait des demandes d'aménagement le long de ce tracé. C'est-à-dire qu'il y a deux discours. D'un côté, on nous dit que ce ne serait plus une priorité.
mobilité, mais lorsqu'on a les réunions de travail, on nous demande d'améliorer l'intégration des pylônes, on nous demande de préserver les arbres, on nous demande d'aménager les tours de station. Donc il faudrait un peu qu'il y ait une cohérence aussi dans le discours, je le dis au passage. Donc l'actualisation, elle est normale, elle est naturelle. Vous dire aujourd'hui combien elle représentera, je ne peux pas vous le dire à ce stade, mais nous le communiquerons évidemment le moment venu. Un câble en station, en général, ça tourne autour d'une dizaine de millions d'euros. On a du mal à comprendre pourquoi en milieu urbain, ce serait aussi cher. Alors d'abord, ce n'est pas le même type d'aménagement, ce n'est pas la même longueur aussi. Là, nous avons une longueur qui est quand même un peu plus importante qu'une remontée mécanique de station. Il y a des contraintes qui sont prises en compte, parfois de hauteur pour passer des obstacles, d'intégration qualitative. Il n'y a pas que le coût de l'infrastructure en tant que telle, il y a les aménagements qui vont autour. Nous allons aménager des pôles d'échange autour des stations, des parkings relais, des services vélos. Nous avons une intégration paysagère qui est forcément plus travaillée que lorsque nous sommes dans des zones beaucoup moins peuplées. Il y a la question du bruit qui est prise en compte et puis il y a une technologie aussi qui est particulière. Donc tout ça s'explique tout à fait naturellement. Ramené au coût de kilomètre, c'est moins cher que du tramway. Et si on compare à d'autres projets de transport par câble en milieu urbain en France, je pense notamment à Toulouse, à Saint-Denis de la Réunion, les projets à venir en région parisienne, nous sommes le projet le moins cher ramené au kilomètre du transport par câble. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on rappelle bien cet élément. Premier coup de pioche, je vous demande de vous mouiller un petit peu. On espère au plus tard, au début de l'année 2024. Très bien, c'est noté. C'est enregistré, tout ce qu'on dit sur ce plateau. Vous l'avez vu avec le petit passage d'Éric Piolle. Le câble, en tout cas, intéresse de nombreux territoires depuis quelques années. Le Grésivaudan, donc, qui fait partie du SMAC, vient de lancer une étude d'opportunité pour un câble entre Pontcharrat et Montbonneau pour alléger le trafic routier, notamment sur l'axe Grenoble-Crolles. Est-ce que le SMAG est intégré dans ce projet ? Comment vous avez collaboré sur ce dossier ? Alors non seulement on est intégré, mais c'est nous qui le portons, puisque c'est bien la vocation du SMAG de travailler l'ensemble des questions de mobilité, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient sur notre territoire. Ce qui prouve bien que cette affaire du transport par câble est un sujet d'actualité, est un sujet d'avenir. La question est d'étudier l'opportunité de ce mode de déplacement sur l'ensemble de notre territoire. Le Grésivaudan, qui a aussi des contraintes topographiques importantes et des congestions de circulation non négligeables, a souhaité engager ce travail. C'est évidemment la responsabilité du SMAG de l'apporter en lien, bien sûr, avec les territoires. Vous n'avez pas peur que ce projet-là, s'il se développe, fasse un peu d'ombre à celui entre Saint-Martin-de-Vinoux et... Mais je crois que ce serait la meilleure chose qui soit, c'est que nous ayons plusieurs projets qui se développent dans le territoire. Encore une fois, il n'y a pas des projets qui s'opposent les uns aux autres. Ils sont différents, ils se complètent. Et j'ajoute, puisque c'est souvent la remarque qui est faite, mais c'est beaucoup d'argent, on pourrait le mettre ailleurs. Ça ne fonctionne pas comme ça, un projet. Un projet, on monte un dossier, on monte une étude avec des évaluations, et puis derrière, on va chercher des financements. Il y a des subventions, il y a une part de financement propre. Donc, les subventions que nous obtenons, elles sont spécifiques au projet. Elles sont fléchées. Donc, si le projet ne se fait pas, les subventions, elles n'arrivent pas. On n'a pas l'argent à l'avance quand on lance l'affaire. Donc, me dire qu'il faudrait demain mettre 65 millions d'euros ailleurs comme si nous les avions dans la poche, à disposition immédiatement, ce n'est pas du tout la réalité. Ça voudrait dire construire d'autres projets, monter de nouveaux dossiers, aller chercher d'autres financements dont à ce jour nous n'aurions aucune garantie. Donc en fait, arrêter autant de travail engagé pour en reprendre un autre, c'est faire perdre 10 ans au territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle d'urgence en matière de déplacement, comme sur bien des sujets, nous n'avons plus le temps et le luxe de nous payer à des renoncements, de perdre du temps. Il faut avancer ensemble tout en travaillant à d'autres, à des nouveaux projets, à des projets complémentaires. Le Grésivaudan qui étudie aussi des solutions de câbles vers ces stations de ski, le Collet d'Alvar notamment. La station de Champs-Rousse aux portes de Grenoble réclame depuis des années, je n'ai pas compté, mais ça fait longtemps, un équipement de ce type. La station se dit même prête à le financer. Pourquoi aucun élu grenoblois ne se mouille à relancer un dossier comme celui-là ? Je crois qu'il faut interroger les élus grenoblois. En ce qui concerne les élus qui s'occupent des mobilités au niveau du SMAG, nous travaillons sur ces questions. Dans l'étude à laquelle vous faites référence, il est prévu d'étudier une liaison de câbles à l'intérieur de Champs-Rousse pour relier les pôles entre eux, pour éviter évidemment les dessertes de voitures, pour simplifier les déplacements à l'intérieur de la station. La liaison entre Alvar et le Collet qui est envisagée aussi, là aussi, c'est dans une logique quand même d'avenir qui est de dire qu'il faut se déplacer autrement entre plusieurs sites d'une même station
station d'une même commune. Et puis après, il peut y avoir des projets qui font la jonction entre une vallée et des massifs, ce qu'on appelle des ascenseurs valléens, et qui sont aussi extrêmement pertinents. Ça démontre en fait la diversité de la réponse qu'apporte le transport par câble, qui ne doit plus être aujourd'hui considéré uniquement comme des remontées mécaniques pour des stations de ski, mais aussi comme un mode de déplacement demain, qu'il soit en zone urbaine ou en zone de montagne. Et ça, je crois, c'est ce que beaucoup de territoires ont compris depuis longtemps. Ça se développe dans notre pays, ça se développe en Europe, ça se développe dans le monde. Il serait quand même surprenant que notre territoire passe à côté de cela. Bon, j'ai retrouvé, pour clore ce chapitre du câble, une simulation réalisée il y a une quinzaine d'années par l'ancêtre du SMAG, au moment de la candidature de Grenoble aux Jeux Olympiques, hein, avec donc ce projet pour relier Champs-Rousse. C'est une idée qui revient de façon assez régulière, en tout cas dans les débats médiatiques. Il n'y a pas aujourd'hui au sein du SMAG un carton dans lequel ce projet pourrait ressortir ? Ce n'est pas un projet sur lequel nous avons été saisis aujourd'hui. Hein. Il y a des débats qui existent, effectivement, mais ce n'est pas un projet sur lequel le SMAG a été saisi à ce jour. Nous avons d'autres projets, je vous le disais, mais pas celui-là. Allez, dans l'actualité des déplacements, il y a également cette annonce dimanche dernier, un petit peu surprenante, d'Emmanuel Macron sur YouTube. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. Voilà, on a pris un petit extrait de cette annonce. Vous avez été surpris déjà sur la forme, le fait qu'il annonce ça sur les réseaux sociaux Écoutez, le président communique comme il le souhaite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond de l'annonce, c'est pas la forme, et je trouve qu'elle est intéressante. Alors, elle n'est pas nouvelle. Le projet de RER, il est lancé déjà depuis quelques temps, mais ça vient le conforter par une prise de position au plus haut sommet de l'État. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour notre territoire. Maintenant, la question, c'est comment on avance concrètement pour franchir les prochaines étapes. Nous savons qu'elles vont être longues, qu'elles vont prendre du temps, qu'elles seront progressives, mais c'est une bonne nouvelle, et donc allons-y. Donc, Grenoble fait bien partie de ces 10 villes, absolument, 10 grandes villes qu'il évoque. C'est quoi le principe d'un RER métropolitain ? Le principe, c'est d'utiliser les voies ferroviaires existantes pour avoir une desserte ferroviaire de qualité avec une fréquence élevée qui se tournerait entre 15 et 20 minutes en heure de pointe pour permettre aux 4 coins du territoire, en l'occurrence les 3 branches de l'Y grenoblois, de relier rapidement le centre urbain, mais de le traverser aussi en reliant une zone à l'autre. Donc c'est vraiment un investissement important sur l'infrastructure, sur le matériel roulant, pour avoir une desserte de qualité, pour qu'elle soit attractive et que les gens aient une véritable réponse comme une alternative à la voiture individuelle aujourd'hui. On le voit sur ces images, les RER sont gérés aujourd'hui par la région. C'est l'État qui annonce ce projet, mais la région est un acteur incontournable. Laurent Wauquiez, le président de la région, vous a donné des soutiens des garanties sur le soutien qu'il pourrait apporter au projet grenoblois ? Alors, c'est d'abord à l'État de porter ce projet, puisque en matière d'infrastructure ferroviaire, la première compétence revient à l'État via la SNCF. Donc, c'est normal que l'État se positionne. La région, elle, évidemment, a un rôle à jouer très important, puisqu'elle gère les trains, les TER, et qu'elle peut également, si elle le souhaite, investir sur l'infrastructure. Donc, c'est un dossier de premier plan pour notre territoire. Il y a un enjeu du quotidien pour nos habitants, pour améliorer leurs déplacements, pour diminuer les congestions, la pollution, et c'est aussi un enjeu d'attractivité. Donc, bien sûr, nous avons un dialogue avec la région sur cette question. L'annonce du président de la République va nous permettre d'aller plus loin et nous avons la démarche de solliciter le président de la région pour avancer ensemble sur ce dossier. Vous le sentez motivé pour faire avancer rapidement ce dossier ? Je ne l'ai pas rencontré récemment, donc je ne vais pas parler à sa place. En tout cas, je ne vois aucune raison qui ferait que la région ne porte pas ce projet. Alors moi, j'en voyais plusieurs, mais bon, on n'a peut-être pas la même vision. On rappelle qu'il y avait eu des échanges un peu musclés entre Éric Piolle et Laurent Wauquiez, notamment il y a quelques mois au moment de l'affaire du Burkini, et que la région s'était engagée, entre guillemets, à ne plus financer de projets en lien avec la ville de Grenoble. Vous aviez d'ailleurs demandé à la région en juillet 2022 de rouvrir la halte ferroviaire de Tencin, qui fait partie de ce projet de RER métropolitain dans le Grésivaudan. Est-ce que vous avez une réponse de leur part ? Oui, j'en ai une, mais je ne voudrais pas qu'on confonde les relations entre la ville de Grenoble et la région, qui les regarde, et les relations du grand territoire, de l'aire urbaine grenobloise, de la métropole et au-delà de nos territoires voisins. Moi, je pense à mes collègues du Voironnais, du Grésivaudan, aux habitants du Sud-Isère, qui, eux, ont des besoins quotidiens qui sont bien loin de ces polémiques politiciennes. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est bien évidemment de travailler pour cela. Alors, en ce qui concerne la halte ferroviaire de Tencin, voilà un beau projet effectivement pour les habitants de notre territoire. Nous avons sollicité à la fois la SNCF et la région sur cette demande de réouverture à un horizon qui nous soit plus raisonnable, puisque jusqu'à présent, on nous évoquait autour de 2035. Donc, effectivement, nous avons une réponse notamment de la SNCF, qui est celle qui est en capacité d'étudier ce dossier, qui nous dit qu'elle est en train de faire le calcul pour voir tout ce qu'il serait nécessaire
nécessaire de faire en termes de travaux, d'aménagement sur les voies, de revoir les fréquences des trains pour insérer une nouvelle halte et qu'elle sera en mesure, d'ici quelques mois, de nous apporter des réponses. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle, ça va dans le sens de ce que nous souhaitons et ça montre que lorsque nous nous mobilisons collectivement avec les élus des communes concernées, avec les territoires, le Grésivaudan, la métropole et le SMAG, eh bien nous avons des résultats. Bon, là, vous êtes en phase avec Éric Piolle sur le projet de RER métropolitain. Oui, bien sûr, c'est un projet, je crois, qui fait l'unanimité dans le territoire. Au-delà de l'ensemble des sensibilités politiques, nous le portons avec le département, avec les intercommunalités, avec les communes, bien sûr, et c'est une très bonne nouvelle. Donc nous avons un dialogue de premier niveau à avoir avec la région, et ensuite, et nous avons intérêt, évidemment, à faire bloc ensemble pour ensuite aller voir l'État pour que le dossier avance, parce qu'aujourd'hui, c'est bien dans la balle de l'État, dans le camp de l'État que la balle est aujourd'hui. Nous avons besoin d'avancer, notamment dans les prochains contrats de plan État-région, qui nous apporteront des financements importants sur ce sujet. Alors, quelques jours avant l'annonce du youtubeur Macron, c'est son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui aussi avait annoncé une bonne nouvelle, j'imagine, pour le territoire. C'est la création d'une police des transports. Alors, il y en aura 77 en France, dont une à Grenoble. Est-ce que vous savez comment ça va se passer ? À vrai dire, pas beaucoup, puisque c'est une annonce du ministre de l'Intérieur, c'est un élément qui dépend de l'État. Donc moi, je salue le fait que nous puissions avoir, je reste encore prudent à ce stade parce que je n'ai pas d'informations, si nous avons plus d'effectifs dans les transports en commun demain pour assurer la sécurité, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est une décision qui a été prise par l'État. Nous attendons des précisions et nous serions d'ailleurs très intéressés d'avoir les détails dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et vous n'avez pas consulté avant de faire cette annonce ? Non, nous n'avons pas été consultés, nous l'avons appris comme tout le monde. En tout cas, la sécurité dans les transports en commun de l'agglomération s'invite souvent dans l'actualité, avec notamment des agressions de temps en temps de chauffeurs. Aujourd'hui, qui est-ce qui est en charge justement de cette sécurisation des transports en commun ? C'est le SMAG ? C'est tout le monde. Bien sûr que le SMAG est préoccupé au premier plan par ce sujet parce que nous nous occupons des transports, mais nous n'avons pas de compétences en matière de sécurité à proprement parler. Ce sont évidemment d'abord les forces de sécurité intérieure, les policiers, les gendarmes, les polices municipales qui peuvent agir à leur niveau. Et il y a évidemment derrière un fonctionnement, une gestion de l'opérateur et des autorités qui le composent. Donc cette question de la sécurité, elle nous préoccupe parce qu'il y a les conducteurs, il y a aussi nos usagers qui peuvent faire l'objet d'agressions, d'insécurité. Il y a aussi un sentiment qui s'exprime de la part de nos usagers, notamment le soir où les fréquentations sont plus faibles, où les fréquences sont moins importantes. Et il y a des questions qui nous remontent aussi de la part de femmes seules le soir, qui ont peur à des arrêts de transport en commun ou de prendre le tram ou le bus. Et nous ne pouvons pas nous résoudre à entendre qu'on ne prend pas les transports parce qu'on a peur. Notre travail est évidemment de répondre à ces angoisses, à ces problématiques. Et donc c'est un travail collectif qui doit être opéré avec l'ensemble des acteurs. Donc le fait que l'État veuille aujourd'hui mettre plus de moyens sur ce sujet-là est une bonne nouvelle. Il faut qu'on y travaille collectivement, en lien avec les forces locales, en lien avec les polices municipales. Et bien sûr, nous avons un rôle de coordinateur à jouer sur cette question. Nous ne pouvons pas nous en départir. Bon, l'horizon annoncé par Gérald Darmanin, c'est 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris. Ce sera aussi, si je vous fais confiance, le premier coup de pioche du câble. Donc, ce sera une année importante aussi pour Grenoble. Il y aura également, normalement, en 2024, la ZFE qui sera mise en place. On va ouvrir ce dossier important qui concerne aussi nos déplacements du quotidien. Alors, la ZFE, c'est la zone à faible émission qui devrait être concrètement en place l'été prochain, mais qui suscite pas mal d'inquiétudes auprès des professionnels, des entreprises, mais aussi des particuliers. Vous pouvez nous rappeler en quoi ça va impacter nos déplacements, cette ZFE ? Oui, donc la ZFE, c'est une mesure qui a été décidée par l'État, par le Parlement, dans une loi qui s'appelle loi climat et résilience et qui s'impose donc à toutes les grandes agglomérations urbaines pour améliorer la qualité de l'air en restreignant la circulation d'un certain nombre de véhicules en fonction de leur catégorisation, considérant que certaines catégories de véhicules sont plus polluantes et qu'il faudrait donc interdire leur circulation de manière permanente ou temporaire pour améliorer la qualité de l'air. Et donc c'est l'objet de cette mesure qu'il nous revient de faire appliquer sur le territoire et de définir quelques petites modalités d'ajustement, même si lui, le cadre global, il est posé au niveau national et on ne peut pas y déroger. Alors, il y a ces vignettes qui sont sur nos voitures depuis quelques années. On se demandait à quoi elles pouvaient bien servir. Avec la ZFE, ça va devenir très concret, puisqu'en fonction du numéro de ces vignettes, certaines voitures n'auront plus le droit de circuler dans les villes de l'agglomération grenobloise. Aujourd'hui, il y avait 13 communes qui avaient joué le jeu
d'expérimenter, je veux dire avant l'heure, ce type de restriction, mais ça devrait s'agrandir dans les mois qui viennent? Alors, pas tout à fait. Il y a 27 communes actuellement qui ont mis en place une ZFE qu'on appelle pour les véhicules professionnels, donc qui est déjà en vigueur depuis 2019. Donc, il y a 27 communes qui sont dans ce dispositif-là, donc qui restreint la circulation des véhicules professionnels en fonction effectivement des vignettes. On en est actuellement à l'interdiction des vignettes critère 3. Mais c'est un dispositif qui évolue avec le temps. Et puis là, dans le cadre de la future ZFE tout véhicule, donc pour les véhicules particuliers, donc de tout le monde, effectivement, le périmètre qui a été établi concerne 13 communes qui seront soumises à cette future zone à faible émission pour les véhicules particuliers. Et c'est bien de ces 13 communes-là dont on parle. Donc ce ne sera pas l'ensemble des 49 communes de la métropole qui sera directement concernée, même si indirectement, tout le monde sera touché puisqu'on se déplace et on traverse l'ensemble du territoire. Et ce sont les communes du centre de l'agglomération. Est-ce que selon vous, la population a vraiment pris conscience de ces restrictions et de l'impact que ça va avoir sur leur déplacement quotidien ? Non, je ne pense pas que tout le monde en ait encore suffisamment conscience et c'est d'ailleurs l'enjeu des débats qui est en cours, d'information, de discussion sur cette question. La métropole a souhaité lancer une concertation qui a lieu actuellement jusqu'au 9 décembre en ligne, donc sur lesquelles j'invite l'ensemble des gens qui nous écoutent, des habitants du territoire à venir s'exprimer. Que vous soyez résident dans la métropole ou pas d'ailleurs, puisque ce sujet concerne tout le monde et cela nous permet de recueillir l'avis des habitants sur quelques paramètres que nous pourrions encore faire bouger, à savoir est-ce que la ZFE doit être à horaire permanent ou à horaire variable, par exemple être effective en semaine mais pas le soir ou pas le week-end, quel type de dérogation pourrait être envisagée, quels axes devraient être exonérés, quelles modalités de soutien les gens attendent et faut-il ou non inclure les deux roues. Ce sont les éléments qui sont soumis à la concertation sous lesquels nous avons besoin du retour des habitants pour pouvoir prendre la bonne décision le moment venu, une décision qui doit être équilibrée pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être acceptée et qui ne doit exclure personne. Parce que l'enjeu de cette zone à faible émission, c'est à la fois de faire prendre conscience des problèmes que nous avons sur la qualité de l'air, des enjeux de santé publique, d'environnement, et en même temps, il faut pouvoir évidemment impliquer le plus grand nombre sans créer des exclusions, des rejets, et particulièrement pour les personnes les plus fragiles qui seraient potentiellement pénalisées. Et nous connaissons le contexte économique et social dans lequel nous vivons actuellement. Alors justement, la semaine dernière, à votre place, on recevait Yannick Neuder, qui est député de l'Isère, d'une circonscription qui n'est pas directement concernée par la ZFE, mais comme vous le disiez, les gens se déplacent et vont très souvent à Grenoble. On écoute la question qu'il avait envie de vous poser sur ce sujet. Bonjour Monsieur Laval, cher président, cher Sylvain. Ma question sera finalement conforme au sujet que je viens d'évoquer pendant cette émission. On parle beaucoup de ZFE. J'entends qu'il faut améliorer la qualité de l'air. En tant que médecin, je connais les répercussions de la qualité de l'air sur la santé. Une mort prématurée tous les 3 jours au niveau de l'agglomération, de la métropole. Cependant, attention quand même de ne pas tomber dans une écologie punitive et laissons peut-être le temps au temps. Je m'explique, sur mes territoires, la Bièvre, mais beaucoup d'autres, beaucoup de gens n'ont pas d'autres moyens que de venir à Grenoble avec leurs véhicules. Je pense notamment aux entreprises, aux petites TPE, aux artisans. Et puis un secteur que je connais bien, les patients qui ont parfois besoin d'un recours. Je pense notamment aux patients âgés qui sont encore en forme pour pouvoir venir en consultation et qui ont parfois des véhicules qui leur permettent de faire leur quotidien localement, mais qui ne leur permettront plus de venir à avoir un accès aux soins, la réalisation d'un examen, d'une intervention par leurs propres moyens. Et je trouve qu'attention, la mesure est bonne. Je pense qu'il faut envisager toutes ces mesures, mais il faut pouvoir laisser du temps au temps pour adapter le mécanisme. Sinon, on va se retrouver vers quelque chose d'extrêmement brutal. Finalement, on va rejeter des métropoles toutes les personnes qui ne pourront pas avoir quelque part des véhicules propres, dont une grande partie véhicules électriques. Et les véhicules électriques ont un certain coût. Donc je me demande si finalement cette mesure ne va pas être aussi antisociale. Voilà, il pointe du doigt, j'imagine, un problème que vous avez déjà dû identifier. Bien sûr. Ce que dit Yannick Neuder est pertinent sur le fond, et c'est d'ailleurs l'objet même du débat, et de quelles réponses nous pouvons apporter face à cela. Je rappelle que la métropole est en capacité d'adapter un certain nombre de curseurs sur ce que la loi lui a bien voulu lui laisser
Le reste, c'est un cadre qui est posé au niveau national et qui ne nous appartient pas d'accepter ou de rejeter. Il s'impose. Si on veut le modifier, alors il faut relancer un débat législatif. Et d'ailleurs, Yannick Noder, évidemment, est très concerné puisqu'il est parlementaire. La question, c'est qu'est-ce que nous avons au niveau local à notre main, entre guillemets, pour pouvoir agir, pour éviter au maximum ces exclusions ou ces inégalités sociales. Et c'est l'enjeu de la concertation que nous avons pour définir, évidemment, les modalités. Il faisait référence à juste titre aux problèmes de santé avec des rendez-vous médicaux. Il faut se rendre au CHU, aux établissements de soins. Là-dessus, il faut réfléchir au type d'exonération, de dérogation qui serait possible. Avoir une facilité de passage pour motif médical ne paraît pas impensable à ce jour. Ça fait l'objet des réflexions que nous avons et qui sont de bon sens, que vous habitiez d'ailleurs dans la métropole ou en dehors de la métropole. Nous avons aussi réfléchi à la mise en place d'un dispositif d'aide et d'accompagnement, notamment pour aider ces personnes extérieures au territoire, internes au territoire, qui pourraient avoir des difficultés, en les incitant, en les accompagnant sur la consommation de services de mobilité pour les aider à souscrire un abonnement nouveau de transport en commun, de services vélo, de covoiturage, en mettant en place des aides qui vont permettre demain, sous critères de revenus, bien entendu, conditions de ressources, de pouvoir acheter un vélo, parfois un vélo à assistance électrique si on habite plus loin, si on habite en zone de coteaux. Et il y a même d'envisager et de prévu un dispositif d'aide pour aider au renouvellement de véhicules sur des achats de véhicules d'occasion. Donc nous essayons à notre niveau d'accompagner le mieux possible les personnes en mettant en place des accompagnements par l'adaptation à la règle ou par des soutiens financiers et incitatifs. Jean-Pierre Barbier, le président du département, a demandé il y a quelques jours un report de 3 ans de la mise en application de cette ZFE. Est-ce que vous avez la main, vous, pour décaler de 2-3 ans la mise en place qui est normalement prévue le 1er juillet 2023 ? Alors, comme je vous le disais, non, cela ne relève pas des collectivités locales, ça relève des compétences de l'État et du législateur. Donc, c'est évidemment un débat qui doit être porté au niveau national s'il doit avoir lieu. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons à ce jour l'obligation de mettre en place cette ZFE pour l'ensemble des véhicules. Nous avons annoncé que nous serons prêts pour juillet 2023 et donc nous sommes en train de travailler en concertation avec les habitants, avec l'ensemble des acteurs, aux paramètres de mise en œuvre de cette ZFE pour qu'elle soit la plus acceptable, la plus équilibrée possible. Vous le disiez, il y a beaucoup de réunions qui se tiennent en ce moment sur ce sujet, notamment pour faire prendre conscience à la population de ce qui les attend. Je vous montre une affiche qui fait référence à une réunion tenue en cette fin de semaine. 80 000 véhicules interdits de circuler dès juillet 2023. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette accroche ? Alors, le chiffre n'est pas exact, puisque c'est une application progressive. Chaque année, il y a une catégorie de véhicules qui sera interdite, les critères 5 en 2023, les critères 4 en 2024 et les critères 3 en 2025. Donc, la première année, ce ne sera pas 80 000 véhicules, mais au-delà, le cumul des mesures de restriction feront qu'à la fin, ce sera même un petit peu plus que 80 000, mais nous n'en sommes pas encore là. La première année, c'est quelques milliers et c'est déjà beaucoup. Ouais, entre 3 et 4 000 pour les critères 5, qui sont les véhicules les plus polluants. 18 000 a priori pour les critères 4, ça ce sera dès le 1er janvier 2024, donc dans un an à peu près, et puis 60 000 ensuite pour les critères 3. Donc c'est vrai que si on additionne ces 3 critères, on sera autour des 80 000 véhicules très rapidement, hein, 1er janvier à l'horizon 2025, oui. On y est presque. J'ai fait un petit calcul, 80 000 voitures à changer, puisqu'elles n'auront plus le droit de circuler, à 20 000 € en moyenne la voiture. On est sur 1,6 milliard de budget. Est-ce que la métropole pourra aider les habitants de son territoire à investir autant d'argent ? Alors, ce n'est pas son rôle ni sa vocation. Nous sommes là pour accompagner les gens. Nous ne sommes évidemment pas là pour se substituer aux particuliers dans l'achat de véhicules. D'abord, je rappelle que l'objectif est bien de diminuer le volume global de déplacement en voiture. Donc, l'idée, c'est aussi de construire des reports modaux, c'est-à-dire d'avoir d'autres réponses pour se déplacer que uniquement la voiture individuelle. Et c'est tout le travail que nous mettons en œuvre sur l'ensemble des transports collectifs et des services de mobilité divers et variés, que ce soit les transports en commun, le vélo, le ferroviaire, le covoiturage, etc. Donc nous aiderons à notre niveau. Nous ne pourrons pas tout faire. L'État a un rôle important à jouer, je le rappelle. D'ailleurs, il y a des aides qui existent en la matière. Il peut y avoir aussi d'autres collectivités qui s'enclenchent et qui s'engagent sur ce processus. Ce serait d'ailleurs tout à fait bienvenu. Plus nous serons autour de la table, mieux ce sera pour aider les personnes, et notamment les personnes les plus fragiles. Et puis, quand vous donnez un chiffre moyen de 20 000 € pour l'achat d'un véhicule, je vous trouve très optimiste et très généreux. On sait que notamment
la mobilité électrique est encore une mobilité qui est chère, puisqu'un véhicule est essentiellement neuf aujourd'hui en électrique et on est plus près des 30 000 que des 20 000. Malheureusement, on voit que c'est une technologie qui a encore besoin de gagner en développement, en accessibilité au niveau du prix, et que surtout un marché de l'occasion se développe, puisqu'aujourd'hui, pour beaucoup de nos concitoyens, c'est un prix qui est inaccessible. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que les réponses qui sont diverses, il n'y en a pas une, il y en aura plusieurs, elles deviennent accessibles. C'est pour ça qu'il faut que les choses se mettent en place progressivement, c'est pour ça qu'il y a des paliers de temps et que nous prévoyons à chaque fois des accompagnements. Oui, mais là, on est dans le temps court, 2025, c'est moins de 2 ans. Si vous aviez la main, est-ce que, comme Jean-Pierre Barbier, vous reculeriez de 2 ou 3 ans la mise en place concrète de cette ZFE ? Je ne crois pas que ce soit le vrai débat. Le vrai débat, c'est quelle est notre capacité à apporter une réponse à nos habitants. Et là, le sujet, et je le disais en introduction de votre émission, c'est qu'on a des procédures beaucoup trop longues et beaucoup trop lourdes. Moi, j'aimerais pouvoir aujourd'hui sortir en 2 ans une infrastructure de transport collectif au lieu de mettre 7, 8, voire 9 ans pour le faire. Et c'est ça dont je rêve aujourd'hui, c'est que nous raccourcissions nos procédures pour aller beaucoup plus vite dans la réalisation. Le besoin, il se fait maintenant, il est de plus en plus important. Et de l'autre côté, on a une lourdeur réglementaire et procédurale qui fait qu'on perd beaucoup de temps. Donc le débat n'est pas de savoir s'il faut le faire ou comment on le fait. La question, c'est comment on travaille tous ensemble à cette amélioration de la qualité de l'air, aux mobilités de demain, qui je crois ne fait pas débat. Et donc on a besoin d'avoir la même position, de travailler collectivement et d'avoir du temps qui soit raccourci pour être le plus efficace possible pour nos habitants. Donc dès cet été, 3 000 à 4 000 véhicules ne pourront plus circuler dans les principales villes de l'agglomération. Comment ça va être contrôlé, cette interdiction ? Alors aujourd'hui, ce que prévoit la réglementation, c'est comme tout, il y a une règle, elle s'applique et elle peut être contrôlée par les forces de sécurité diverses et variées. Ça peut être la police nationale, ça peut être la gendarmerie, ça peut être les polices municipales. Voilà, c'est comme toute règle de circulation, elle est potentiellement contrôlable à tout moment. Il y aura, j'imagine, l'utilisation de la vidéosurveillance pour flécher les vignettes et les plaques d'immatriculation ? Alors ça, c'est un sujet qui est en débat sur le plan technique et national, puisqu'il revient à l'État de travailler à la mise en œuvre opérationnelle et technique de ce dispositif. J'ai cru comprendre que ce n'était pas encore prêt à ce jour et que l'État y travaillait d'ici 2 ans. Bon, je pense que ça fera un autre sujet de débat également, la façon dont on contrôle ces véhicules, les allées et venues des gens sur l'agglomération. Vous évoquiez le covoiturage, Sylvain Laval, parmi les solutions. Est-ce que cet été, on pourra covoiturer avec une voiture de critère 5 dans l'agglomération ? Alors non, la ZFE, elle s'applique. Alors cet été. Vous parliez des exceptions. L'été 2023. Non, aujourd'hui, la ZFE, elle s'applique. Enfin, la ZFE s'appliquera évidemment à tout le monde. À ce jour, il n'est pas prévu d'exonérer de ZFE des covoitureurs. Nous incitons bien sûr au covoiturage, qui est un dispositif qui a beaucoup de vertus, mais ce n'est pas parce qu'on covoiture qu'on ne devrait pas être soumis à la ZFE. Ce serait d'ailleurs pas très juste à comparer à d'autres habitants qui auraient leur voiture. Donc ce n'est pas prévu comme tel. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté paradoxal de vouloir justement développer le covoiturage et puis de l'autre côté de dire aux gens de toute façon d'ici 3 ans vous ne pourrez plus utiliser votre véhicule ? Alors, certains véhicules, pas tous les véhicules. Les véhicules, en l'occurrence, critère 5, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. C'est quand même une réalité pour certaines personnes. L'idée n'est pas de dire vous ne pourrez plus utiliser vos véhicules. La question, c'est quel type de véhicule on a et quelles sont les réponses que nous avons. Donc, le covoiturage est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une mesure très efficace à court terme, évidemment en mutualisant à plusieurs le déplacement dans une voiture. Il y a moins de voitures en nombre et donc il y a moins de congestion, il y a moins de bouchons, il y a moins de pollution. Et en plus, c'est très intéressant sur le plan économique, a fortiori dans le contexte actuel où nous connaissons l'explosion des coûts de l'énergie et notamment des coûts des carburants. Donc le covoiturage est une bonne mesure. Nous le portons au niveau du SMAC puisque nous avons mis en place des services spécifiques avec des lignes structurées, avec M-Covoit Ligne Plus, avec M-Covoit Pouce, et puis nous subventionnons également son fonctionnement pour qu'aujourd'hui ça ne coûte rien aux utilisateurs. Et nous aménageons bien sûr aussi des arrêts et nous structurons les lignes à l'échelle de notre territoire. Donc c'est un service qui permet d'apporter justement une réponse de court terme au regard des enjeux de la ZFE. Et donc évidemment l'objectif est que les gens se rassemblent dans des voitures qui respectent les règles de la ZFE. Bon, il y a une voie de covoiturage qui est prévue sur l'autoroute A480.
mais qui visiblement ne fonctionne pas, ou pas comme elle devrait. C'est un dossier qui vous concerne aussi Directement, puisque nous le coportons en lien avec l'État. Alors, c'est un dispositif qui est en service depuis plusieurs années, qui fonctionne et qui peut bien sûr être amélioré, puisque comme... Pas contrôlé, en fait. Voilà, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Donc, il y a eu d'abord, il a été mis en service au moment de la période du Covid. Donc, il a été quand même très difficile d'avoir beaucoup d'usagers au moment où nous avions des restrictions de circulation et de déplacement de manière générale. Donc, ça ne nous a pas aidé la première année. Ensuite, le service a démarré progressivement, mais il monte vraiment en puissance. Nous avons d'ailleurs quelques chiffres qui le démontrent. Sur le mois d'octobre, à l'échelle de l'ensemble de notre territoire, nous avons eu plus de 2000 trajets qui ont été effectués via les applications de covoiturage que nous portons. Donc, c'est une dynamique très positive qui a doublé par rapport à l'été, donc en quelques mois. Donc, ça va continuer. Et donc, sur cette voie réservée de covoiturage, effectivement, l'enjeu, c'est qu'elle soit respectée pour qu'elle soit efficace. Et donc, l'État travaille à un dispositif de contrôle sur cette voie aux horaires où elle est activée. Il faut au moins être deux normalement dans la voiture pour pouvoir l'emprunter. C'est vrai qu'il y a des bouchons et qu'à côté la voie est libre, il y a certains automobilistes qui ont tendance, même s'ils sont seuls dans la voiture, à donner un petit coup de volant. Ce qui fonctionne en revanche, c'est la pratique du vélo, qui augmente d'année en année sur l'agglomération grenobloise. En juillet 2021, la métropole avait lancé son nouveau plan vélo qui prévoit le doublement des chronovélos d'ici la fin du mandat. Alors les chronovélos, c'est ces pistes cyclables sécurisées, assez larges pour qu'on puisse se doubler à vélo dans les deux sens. On les a appelées les autoroutes à vélo au début de leur création. On en est où de ces aménagements ? Ça avance bien. D'ailleurs, il y a plein de chantiers simultanément dans la métropole sur cette question. C'est la politique cyclable de manière générale. Elle ne se résume pas, fort heureusement, aux chronovélos qui sont visibles, qu'on connaît bien, mais il y a beaucoup d'aménagements cyclables qui sont faits. Il y a des chronovélos, il y a des pistes cyclables plus classiques, il y a des dessertes au niveau des écoles, il y a ce qu'on appelle des voies vertes pour aller aussi en zone périurbaine et rurale. Et nous avons tout un accompagnement qui ne se résume pas qu'à l'infrastructure, mais aussi aux services de vélo avec le dispositif M-Vélo+, les fameux vélos jaunes, sur lesquels nous avons revu la tarification pour qu'elle soit plus accessible. Nous continuons d'acheter, de renouveler le matériel, de l'adapter aux nouveaux usages, en introduisant notamment le vélo à assistance électrique pour permettre de réaliser des distances plus longues, pour monter dans les coteaux. Et nous avons même adapté le service aux réalités des habitants dans certains secteurs avec des tests gratuits pendant 4 mois du vélo pour leur donner le goût, pour leur faire tester ce vélo à assistance électrique et leur donner envie ensuite d'y passer en l'achetant notamment. On voit là quelques images des travaux que vous évoquiez. On est du côté de Pont-de-Clé sur la ligne 3. Il y a 4 lignes aujourd'hui définies dans l'agglomération. Là, c'est celle qui a vocation à aller jusqu'à Visil. Sur les 49 km qui avaient été actés en 2017 au début du mandat, la moitié seulement ont été réalisés. Là, vous aviez donné un objectif d'une centaine de kilomètres à la fin du mandat suivant, donc en 2026. Est-ce qu'on sera dans les clous? Ça voudrait dire accélérer par 3 ou par 4 la vitesse et le nombre de chronovélos construites? Alors les chiffres que vous évoquez, c'est effectivement les chiffres qui avaient été lancés dans le précédent mandat par Éric Piolle, par ses collègues qui mettaient en œuvre à l'époque, Yann Mongaburu notamment, ces projets. On voit qu'ils ne les ont pas réalisés en totalité. Donc je souris un peu quand on m'explique aujourd'hui qu'on n'irait pas assez vite sur la question du vélo et que nous aurions tout arrêté. Non seulement tous les chantiers sont en cours, mais j'observe que nous allons plus en faire qu'eux en ont fait. Donc je les invite juste à rappeler les faits. Maintenant, pour avancer, effectivement, l'objectif à terme, c'est bien d'arriver à 100 km. Mais pour faire 100 km, il faut passer des étapes parce que les projets, ils sont complexes. Si c'était si simple, tout aurait été réalisé depuis fort longtemps. Vous passez dans des zones où il n'y a pas forcément d'espace, vous avez des impacts sur les circulations de tout ordre, pour les piétons, pour les vélos, pour les véhicules, pour la desserte des habitations, des commerces. Nous sommes en zone urbaine, donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc effectivement, il y a des projets qui prennent un peu plus de temps. Pour autant, ils se font bien. À l'heure où nous parlons, nous travaillons sur la chronovélo en direction de Saint-Égrève. Les travaux sont en cours. Nous sommes en train de finaliser la chronovélo en direction de Fontaine, via un certain nombre de quartiers de Grenoble. Les travaux vont bientôt commencer. Nous sommes en train d'avancer sur la chronovélo en direction des Bains, via le boulevard Jean-Perrot, également sur la commune de Grenoble. Et nous avons un chantier en cours qui est du côté de Saint-Martin-d'Air et de Gières, puisque nous allons pouvoir desservir prochainement la gare de Gières. Donc nous avons une branche qui se développe des branches qui se développent sur l'ensemble de notre territoire et qui est dans une logique très simple. Partir du cœur urbain pour desservir l'ensemble du territoire, pour s'étirer dans les périphéries, puisqu'il faut que le vélo soit accessible à tout le monde. Ça ne doit pas être réservé uniquement aux habitants du cœur métropolitain, du centre très urbain, mais il doit aller partout. Et c'est aussi ce que le vélo à assistance électrique nous permet. Et puis, il faut aussi relier les territoires entre eux par ce qu'on appelle des lignes de rocade. Tout ne doit pas partir du centre-ville. On doit pouvoir circuler dans toutes les directions. Et donc, ce projet se développe grâce au plan vélo que nous avons voté il y a plus d'1 an et demi, auquel vous faisiez allusion. Il y a les infrastructures, il y a les services
service, il y a les équipements, et nous le déclinons d'année en année avec une programmation ambitieuse de près de 30 millions d'euros d'ici la fin de cette mandature, et qui représente plus de 5 millions d'euros d'aménagement chaque année. Je rappelle que dans ce territoire, nous ne partons pas de rien. Nous avons beaucoup d'avance sur la question du vélo, nous avons l'intention de le continuer, mais il faut aussi savoir se comparer à ce qui est comparable. Nous avons un développement très fort du vélo dans d'autres territoires parce qu'il partait de beaucoup plus loin que nous. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'aménagements et nous continuons de les développer et de les adapter aux réalités et aux besoins de nos habitants. Vous évoquiez la ligne Mélan-Fontaine, qui était la chrono-vélo numéro 1 dans l'ordre du projet qui avait été initié en 2017. Il y a un sujet de discussion sur l'itinéraire qui va de Grenoble à Fontaine qui n'est pas encore construit. Est-ce que là-dessus vous avez tranché ? Oui, nous sommes mis d'accord avec les communes de Fontaine et de Grenoble. Donc le dossier est prêt. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous lançons une concertation avec les habitants en tout début d'année 2023 où nous pourrons donc leur faire nos propositions sur cette question. En tout cas, nous sommes prêts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez combien de vélos, de métro-vélos circulent sur l'ensemble du territoire ? Oui, nous avons un peu plus de 9000 vélos qui circulent avec plusieurs types de vélos, mais l'ensemble des contrats qui sont portés par MVélo+, les vélos jaunes, représentent 9000 vélos. C'est considérable. C'est le premier service de vélo de location longue durée en France derrière la région parisienne. Donc c'est aussi une fierté locale que nous devons poursuivre en faisant en sorte qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Je faisais référence tout à l'heure à la réforme tarifaire et à la réforme que nous avons mise en œuvre pour qu'elle s'applique sur l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, nous avons des vélos jaunes sur le territoire de la métropole et sur le territoire du Grésivaudan. Nous espérons pouvoir demain aller également en direction du Voironnais pour que tout le monde ait accès à ce service, avec évidemment des adaptations à faire par rapport aux besoins de chaque spécificité territoriale. Mais notre travail est bien d'amener un accès égal au service sur l'ensemble du territoire et de répondre au maximum aux besoins de nos habitants. Des vélos jaunes qui côtoient maintenant des vélos bleus, des trottinettes également de la même couleur, puisque vous avez changé d'opérateur avant l'été. Quel est le bilan qu'on peut tirer de ce service qui était décrié avant avec le précédent opérateur ? Alors c'est un service qui vient en complémentarité du service MVélo+. On n'est pas sur le même type d'usage. Là, on est sur de la location très courte durée, libre service et courte durée, que ce soit pour le vélo ou pour la trottinette. J'observe que ce service fonctionne très bien. Nous avons une utilisation qui remporte un franc succès sur l'ensemble de notre territoire. Nous avons 17 communes qui sont couvertes par ce périmètre. Et aujourd'hui, nous en voyons circuler énormément. Et nous voyons aussi à quels endroits les stationnements sont importants. Donc ça prouve que ça répond bien à une demande qui vient en complément d'une autre manière de se déplacer. C'est souvent le relais d'une descente de train, d'une descente de bus ou de tram pour une petite course de faible distance. On est dans ce qu'on appelle de la micro-mobilité et donc ça répond à un besoin. C'est un usage qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, pour se déplacer, nous voyons bien qu'il faut une palette d'outils à la disposition des usagers. Il n'y a pas une seule réponse, mais il y a bien des réponses et c'est ce que l'on appelle la multimodalité. Puisqu'on parle d'électricité, je voulais vous faire rebondir sur cette image des lignes de trolleybus qui sont encore en place à Mélan. Alors, le trolleybus n'existe plus depuis 1999. Pourquoi on les maintient en l'état ? Elles ont été maintenues en l'état parce que d'abord, il y avait des réflexions sur des futurs investissements par précaution. Si elles pouvaient resservir, il était de bonnes pratiques de se dire qu'il n'était peut-être pas forcément utile de les démonter s'il fallait les remettre plus tard. Aujourd'hui, le temps a passé et donc évidemment, les technologies aussi ont évolué. La question de la mobilité électrique pour les bus est une question essentielle puisque dans les années qui viennent, ce sera une des réponses majeures. D'ailleurs, la réglementation nous l'impose. Donc dans les années qui viennent, lorsqu'on devra renouveler des bus, il est évident qu'on aura beaucoup plus de bus électriques qu'aujourd'hui. Après, il y a plusieurs types de technologies sur les bus électriques. Ça peut être effectivement par fil, ce qu'on appelle les trolleybus. Ça peut être par batterie uniquement. Nous avons engagé cette réflexion au niveau du SMAG. Ce sera plus un horizon aux alentours de 2030, mais nous aurons des choix à faire. Il n'est pas impossible que la technologie trolley revienne dans notre territoire. Par contre, elle ne reviendra pas sous la même forme qu'aujourd'hui parce que la technologie a évolué. Nous n'avons plus besoin d'avoir des fils à 100% d'un parcours aujourd'hui comme cela était nécessaire il y a 20 ans. Donc, il faudra forcément faire de nouveaux aménagements. Et donc, pour répondre à votre question, nous ne pourrons pas garder éternellement ces anciennes lignes parce que malheureusement, elles ne sont pas réutilisables. Donc, celles-là, quoi qu'il arrive, il faudra un jour ou l'autre les démonter. C'est aux communes de le faire ou c'est à vous, votre syndicat ? Oui, ça nous incombe parce que nous avons la responsabilité en matière de transport. Donc, si les travaux doivent être faits, c'est le SMAC qui les portera. Bon, on les garde en image d'archives. Alors, elles feront partie de l'histoire grenobloise. On approche des
fêtes de Noël, vous avez parlé un peu des tarifs. Vous avez mis en place des offres particulières pour ces dernières semaines avant Noël. Absolument, nous avons souhaité pouvoir accompagner les habitants du territoire dans cette période de fête pour leurs déplacements de tout type et pour les inciter bien sûr à utiliser les services de transport collectif divers et variés. Donc nous avons mis en place plusieurs mesures sur les réseaux de transport en commun du SMAG, à la fois la société TAG pour la métropole et Tougo pour le Grésivaudan. Donc nous aurons 3 samedis complets de gratuité complète de ce service, les samedis 10, 17 décembre et 24 décembre, donc pour la veille de Noël. Pour tout le monde ? Pour tout le monde, pour tout type d'usagers, sur l'ensemble du réseau TAG et l'ensemble du réseau Tougo, c'est 3 samedis. De la même manière, nous avons aussi souhaité pouvoir prendre des mesures en ce qui concerne les parkings en ouvrage, les parkings souterrains, notamment au niveau de la métropole, puisqu'il y aura la première heure qui sera offerte pour tout stationnement dans les parkings Notre-Dame Musée, les parkings Préfecture, les Halles et les parkings Victor Hugo Hoche. Et puis sur les parkings Presqu'île et Stade des Alpes, là nous aurons la gratuité complète pendant tout le mois de décembre. Et enfin, l'opérateur DOT a souhaité également mettre en œuvre une mesure de réduction de tarifs sur cette période de décembre également. Voilà, tout pour aller faire ses courses plus facilement voilà. Dans le centre de l'agglomération. Puisqu'on parle de gratuité, ce sera ma dernière question. Le débat sur la gratuité s'invite régulièrement aussi, la gratuité des transports en commun régulièrement dans l'actualité. Éric Piolle y est favorable. Il l'avait d'ailleurs intégré dans son programme électoral à Grenoble pour certains types d'utilisateurs. Vous en êtes où de la réflexion? L'an dernier, vous m'aviez dit que le débat avait lieu. Est-ce qu'il a avancé ? Oui, beaucoup. J'y reviens dans un instant, mais la mesure que vous évoquez, elle s'appliquera sur l'ensemble du territoire du Grésivaudan et de la métropole. Elle permet non seulement, bien sûr, de venir profiter de la période de fête pour faire ses courses, ça soutient aussi les dynamiques locales de commerce, d'animation. Il y a aussi les marchés de Noël, c'est dans ce sens-là que ça a été posé. Et puis, nous savons aussi que ce sont des périodes de déplacement en famille. Je pense notamment aux grands-parents avec leurs petits-enfants. Donc, c'est pour ça que nous avons aussi voulu souhaiter avoir quelque chose qui a un périmètre et un spectre large. Et c'était aussi important de le rappeler. Et ça fait une très bonne transition avec votre question sur, dans le fond, quelle tarification pour nos services de mobilité et particulièrement pour les transports en commun. Donc nous avons, pris des engagements que nous sommes en capacité de tenir, à savoir même monter un groupe de travail transpartisan avec l'ensemble des représentants des territoires, du Grésivaudan, de la métropole, puisque nous avons 2 réseaux de transports en commun, avec l'ensemble des composantes politiques, pour arriver à une réforme tarifaire qui nous apporte quoi demain ? Une simplification pour nos usagers. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de tarifs. Il y a des barrières entre les territoires. Lorsque vous passez du Grésivaudan à la métropole, vous devez changer de tarif. Cela surenchérit le coût et donc n'incite pas à prendre les transports en commun de la meilleure manière que ce qu'il soit. De la même manière, il nous faut un service qui soit accessible et simple d'utilisation. C'est pour ça que nous sommes en train de développer une application unique qui s'appelle le Pass Mobilité et qui, à compter de 2023, on va dire à la fin du printemps au plus tard, nous permettra d'avoir sur la même application l'ensemble des renseignements pour comment se déplacer, quel type de service collectif utiliser et à quel prix. Et donc, tous ces éléments-là vont nous permettre d'avoir une simplification pour inciter les gens à prendre les transports en commun. Quant à la question de la gratuité, c'est dans le fond quel tarif faisons-nous payer ? Faut-il que tout soit gratuit pour tout le monde ? Faut-il des tarifs différenciés en fonction du type de déplacement qu'on fait, en fonction de ses revenus, de ses capacités ? Et c'est ça le cœur du sujet. Donc moi, je ne ferai pas de déclaration démagogique en vous disant qu'il faut faire la gratuité pour tout le monde tout de suite et que c'est un engagement de campagne. La réalité, quand on est un responsable politique, c'est qu'il faut dire la vérité. Ce n'est pas les communes qui sont aujourd'hui en capacité de décider si les transports doivent être gratuits ou pas. C'est un débat qu'il revient de mener au sein des instances du SMAG. Pour ça, il faut y participer, s'y engager et faire ses propositions. Et c'est précisément le travail que nous avons mis en œuvre. Donc on a beaucoup avancé par rapport à l'année dernière, puisque nous allons, d'ici 15 jours, annoncer une première partie de réforme tarifaire entre la métropole et le Grésivaudan. Nous aurons l'occasion d'en annoncer d'autres avec des échelles de temps différenciées. Certaines seront applicables au 1er janvier 2023, d'autres en septembre 2024 et aussi en septembre 2023 parce qu'il faut faire les choses de manière progressive et équilibrée. Et j'ajoute que tout n'est pas question que de tarifs. L'usager aujourd'hui, ce qu'il attend, c'est un service de qualité et qui soit efficace. Il veut des trams et des bus à l'heure qui soient confortables.
Il n'y a pas que la question du tarif qui compte. Et donc, ça veut dire aussi des investissements, de l'argent pour mener tout cela. Moi, je préfère avoir un service qui soit de qualité, qui continue à se développer avec de nouvelles lignes pour répondre à de nouveaux besoins, que d'avoir un service qui se fige, qui stagne, dont le matériel se dégrade, parce que nous n'aurions plus les moyens de l'entretenir ou de le développer pour faire je ne sais quel cadeau ou quelle promesse qui, dans le fond, n'apporterait pas l'efficacité. Ce qui importe, c'est que les transports fonctionnent mieux de moins et apporte une réponse aux besoins de nos usagers. Et c'est ça le cœur du sujet. Et nous avons aussi un réseau qui a besoin d'être investi. Nous avons du matériel qui vieillit. Prenons la question des rames de tram. Aujourd'hui, nous avons des rames qui ont plus de 40 ans et qui, pour une partie d'entre elles, arrivent à fin de vie. Il va falloir les renouveler. Ce sont des centaines de millions d'euros d'investissement. Centaines de millions d'euros d'investissement qui n'ont pas été programmés dans la mandature précédente. C'est la même mandature sur laquelle M. Piolle nous dit qu'aujourd'hui, nous n'irions pas assez vite. Moi, je lui réponds que s'il avait prévu ces investissements à ce moment-là, nous n'aurions pas à le faire aujourd'hui. Et que l'argent que nous allons mettre dedans parce que c'est nécessaire pour nos usagers, eh bien, nous n'allons pas le mettre ailleurs parce que là, on est bien dans le même budget, celui des transports collectifs. Donc, posons-nous les bonnes questions, regardons les objectifs à atteindre, encore et toujours, pour répondre du mieux possible aux besoins de nos usagers. Bon, je pense qu'on a été complet sur le domaine des déplacements en ce qui concerne notre territoire. Et vous avez pu faire passer vos messages. Sylvain Laval, il vous reste une mission, poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Alors, ce sera Sandrine Schex, qui est vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous laisse regarder la caméra et lui poser la question que vous souhaitez. Alors, chère Sandrine Schex, connaissons vos responsabilités en matière d'accessibilité notamment et de handicap au niveau de la région. Et donc, assez naturellement, j'aurais envie de vous interroger sur les mesures que nous avons en matière de transport public sur l'accessibilité. J'en vois deux à ce jour. La possibilité qui est maintenant permise aux scooters pour personnes en mobilité réduite d'accéder au transport en commun et notamment au tram. Je souhaitais avoir votre avis sur cette question. Et puis, de la même manière, nous avons souhaité au niveau du SMAG lancer une expérimentation pour que justement nos applications d'information sur les mobilités, le fameux pass mobilité que j'évoquais tout à l'heure, puissent demain être également accessibles aux personnes à mobilité réduite, en tout cas qu'elles y trouvent les informations qui les concernent sur l'accessibilité du réseau. Et donc nous avons lancé un test sur les communes de Crolles et de Voiron avec la société Andiamo. Je souhaitais savoir votre avis sur ce dispositif. Je suppose que vous en avez connaissance et de voir de quelle manière nous pourrions y travailler ensemble. Merci Sylvain Laval. Sandrine Schex vous répondra la semaine prochaine dans le QG politique, diffusé tous les vendredis à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Et toutes les émissions sont en replay sur telegrenoble.net.